voyez-vous cette première année qui, avant d'être justement bouclée de son mandat, son second mandat, cette année est caractérisée par une guerre qui avale quand même beaucoup de millions. Oui, je pense qu'en tant que citoyen, on ne devrait pas s'interdire effectivement de se mettre en fait en perspective, parce que c'est en fait ça, comme d'aucuns l'ont dit ici. Qu'est-ce qu'on va mettre en perspective? Vous avez évoqué un ensemble de projets, d'objectifs nationaux que le président avait décrété vouloir servir au cours de son mandat. Mais aujourd'hui, il y a la guerre. Et je crois que la guerre, il ne faut pas la dissocier des autres objectifs, parce que vous avez voulu que nous imaginions en fait une approche globale. Parce qu'on ne peut pas parler sécurité sans parler économie. Parce que c'est lié. Et la guerre, ce n'est pas parce qu'en fait, elle survient qu'elle devient un risque. Parce qu'on dit que la paix, puisque vous avez dit que ça va être... L'État-nation doit tourner autour de l'objectif de la conciliation de la paix. Mais on a dit qui veut la paix prépare la guerre. C'est qu'aujourd'hui, je crois que le président, moi je donne mon avis, le président devait, par rapport en fait à l'épreuve que constitue la conjoncture, qui est une épreuve importante, parce que c'est une épreuve qui n'engage pas que la bonne volonté des Congolais, qui engage en fait aussi les volontés des puissances étrangères, des pays voisins et de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois, on doit savoir, le président devrait nous donner des raisons de croire effectivement à la poursuite de son projet. Il devrait nous montrer que la guerre, en fait, ne vient vraiment pas arrêter la marche de l'histoire, et que l'épreuve, l'hostilité est intégrée, et que nous devrions, en fait, il devrait nous dire quel doit être aujourd'hui notre atout, ou quel est notre atout, comme moi je pense. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, compte tenu des performances militaires ou des performances diplomatiques qui, en fait, tantôt, qui vont un peu tantôt en force, tantôt aussi, en fait, en faiblesse, je m'imagine que le président devrait, en fait, reposer son discours sur la santé, des efforts économiques que l'on fait. Parce que tous ces objectifs ne sont atteints que par des travaux, des efforts que font des appareils. Et je pense que le travail du gouvernement qui doit, en fait, au jour d'aujourd'hui, nous permettre de savoir si, en dépit de tout, nous avons un créneau, nous avons un atout sur lequel nous pouvons construire notre avenir. Et j'aurais, si j'avais été, en fait, convié, comme les autres, à penser la structure de ce discours-là, je crois qu'on devrait montrer que même si, au jour d'aujourd'hui, on a des problèmes peut-être de contre-performance sur certains domaines, qui sont des domaines de preuve, mais nous avons quand même une remontée sur le plan économique, et que si nous construisons, nous réussissons à construire l'économie de cette nation, nous avons le moyen de rebondir. Parce que regardez, tout ce que nous avons comme contexte difficile, ça tourne autour de l'économie. Si nous n'avons pas une armée forte aujourd'hui, c'est parce que l'économie n'est pas forte. Nous ne pouvons pas en fait avoir de vivier d'intelligence s'il n'y a pas de centres de recherche, s'il n'y a pas des instituts de recherche, s'il n'y a pas de financement de recherche. Alors tout cela, c'est que quelque part nous devons savoir à quoi nous entraînons, quel est notre plus grand atout dans l'ensemble du contexte. Or notre atout aujourd'hui, me semble-t-il, c'est en fait l'effort que le gouvernement fait pour essayer en fait de consolider des avancées que nous avons dans les questions économiques, quels que soient en fait certains petits problèmes d'hésitation, parce que je sais, les gens vont se dire, oh non, on a un petit problème peut-être avec le Fonds monétaire ou la Banque mondiale, mais je crois que ce n'est pas ça en fait qui arrête la marche. Ça, c'est sans doute guerre. Alors la guerre, elle est importante. Nous devons, je crois que le président doit savoir, quelqu'un a parlé de la mobilisation. Je crois que dans cet état de nation, le président devrait insister aussi sur cette économie. Il doit présenter une économie de la mobilisation en fait, de tout le peuple, parce qu'on ne gère pas la guerre en fait seul. On ne fait pas la guerre seul, on fait la guerre avec la société, comme on dit en théorie. Papi Tamba, vous avez suivi le professeur Bioya et les autres invités sur ce plateau. Et le FMI, la Banque mondiale sont en train de murmurer un peu. Le FMI a eu le courage de prendre la décision de ne pas conclure justement le PEC 2. Et pourtant, sur le terrain, l'économie congolaise a donné des signaux très forts dans le sens des avancées notables. Et le professeur a essayé de parler de la guerre, d'une autre forme de guerre. Est-ce que c'est votre lecture? Une autre forme de guerre
à part celle imposée dans l'Est contre le Congo? Merci pour l'invitation. Déjà en son temps, l'effet président Mobutu disait qu'il n'était pas facile d'être les Zaïre. Donc nous pouvons encore dire aujourd'hui qu'il n'est pas facile d'être la République démocratique du Congo. C'est l'occasion aujourd'hui pour les chefs de l'État de dire la vérité au peuple congolais. La mobilisation doit passer par la vérité, que les gens sachent quelles sont les difficultés qui sont les siennes, comment nous devons nous mobiliser autour du chef de l'État. Ce n'est plus l'heure de nous diviser inutilement parce que, M. Fabien, le chef de l'État prête son serment le 20 décembre, mais on a mis environ 5 mois pour mettre en place un Premier ministre, bloqué par les mécanismes de notre Constitution et les enjeux des hommes politiques. 5 mois de perdus. Et environ 1 mois pour constituer le gouvernement. Et au mois de juin, seulement les budgets d'exercice pour 2000. Là, nous avons déjà les premières images de la salle de congrès du Palais du Peuple. On voit les deux présidents de chambres qui y ont fait leur entrée dans la salle, apparemment. Et donc, les décors est déjà plantés pour cette grande cérémonie. Papi Tamba, on revient à vous. Il fallait le souligner, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Le budget d'exercice qui va être totalement, définitivement voté au mois de juin. Tout ce temps, c'était à inscrire dans les schémas de nos pères, les pères fondateurs de notre Constitution par rapport au mécanisme même de cette Constitution qui avait bloqué un certain nombre de choses. Et entre-temps, 3 mois déjà auparavant, avant ce budget, on était déjà engagé dans la guerre avec les M23, c'est-à-dire depuis le 23 mars, comme nous le savons. Ce sont des difficultés. Mais le chef de l'État a eu à s'exprimer 3 fois cette année. La première fois, il a fait le 29 juin, un jour avant la fête de notre indépendance. Et il était clair que toutes ces difficultés-là ne doivent pas bloquer les processus de notre développement et que nous devons continuer les travaux de la reconstruction de notre pays malgré cette guerre injuste qu'on nous impose. Il a tenu pratiquement le même discours devant la tribune des Nations Unies et un jour après la prise de Goma. Donc aujourd'hui, nous savons que le chef de l'État sera fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'il va toujours continuer à dire aux Congolais que nous allons poursuivre les efforts, mais ça sera l'occasion maintenant de dire la vérité aux Congolais pour comprendre que Kabila ne construit pas ce pays dans un contexte facile. Donc c'est l'heure pour les Congolais de comprendre, comme l'a dit le professeur Bioya, pendant que nous avons une guerre sécuritaire, on nous livre encore une guerre économique. Donc les politiciens que nous sommes peut-être, je pense que c'est le moment de changer un peu notre langage. Vous l'avez dit tout à l'heure. Si je dis peut-être parce que... Non, parce qu'il y a une frange des politiciens qui sont fidèles à eux-mêmes, malgré tous les appels qu'on peut leur lancer. Nous constatons malheureusement qu'ils sont incapables de s'amender. C'est pourquoi moi j'essaie de relativiser pour dire peut-être. Mais les souhaits seraient aujourd'hui que les Congolais considèrent que cette occasion, ça va être l'occasion de créer un mariage. Je présume que le chef de l'État dira la vérité aux Congolais, que les Congolais puissent recevoir cette vérité avec fair play, avec beaucoup de volonté, pour que nous puissions maintenant bâtir une nouvelle société. Nous devons davantage nous mobiliser. La guerre au niveau de l'Est de notre pays, elle est injuste, elle bloque notre développement. La guerre économique, vous l'avez dit, qu'on va encore nous livrer, elle est encore injuste. Et si les Congolais maintenant veulent encore se diviser davantage, la question qu'il faudrait se poser, est-ce que nous aimons notre pays? Nous reviendrons à ce volet-là. Susan Rice aurait même bloqué le rapport des experts de l'ONU sur la situation au Congo, surtout la crise dans l'Est, exigeant qu'on écarte l'allusion faite au Rwanda comme étant commanditaire ou bien soutien 23. Il y a à manger, à boire dans ce qui nous amène aussi la manne ici pour nous faire voir qu'ils sont avec nous. On pourra en parler. Monsieur Kissombe, nous prenons le premier engagement, faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire. Pensez-vous qu'une année après, malgré cette guerre justement, est-ce qu'il y a quand même des pas qui ont été marqués? Vous prenez le micro, voilà. Oui, excusez-moi. Voilà, ça arrive. Les institutions du pays ont la charge, c'est un petit peu comme ça partout, de conduire les efforts de développement et de résolution des problèmes qui se posent aux citoyens. Et pour notre pays, qui est encore un pays très en retard sur le plan économique, sur le plan social, les défis sont énormes. La vision, la démarche sont belles et grandes.
de la part du président de la République, de la part des Congolais qui rêvent d'un Congo émergent, on l'a dit ici, mais la tâche sera de longue haleine. Mais en toutes circonstances, nous devons évaluer la situation. Le président de la République, vous l'avez dit, il veut faire de ce pays, mais tous les Congolais veulent faire de leur pays un pays qui va de l'avant, un pays qui se ressource sur le plan des intelligences, sur le plan du savoir-faire, qui se régénère. C'est pour cela que, dans la vision de la révolution de la modernité, il est d'abord question d'axer nos efforts sur la constitution d'une véritable source d'intelligence, d'une véritable mobilisation des énergies pour que le Congo exploite de la manière la plus efficiente tout son génie. C'est pour cela qu'on parle de vivier d'intelligence, de savoir-faire, de nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté, pourquoi est-ce que l'on dit nouvelle à mon sens? Et je comprends que c'est dans l'esprit de ce qu'on appelle la révolution de la modernité, c'est-à-dire la citoyenneté telle qu'elle existe de manière classique, mais avec les éléments spécifiques des défis du XXIe siècle. Et donc, je crois que, au regard des difficultés qui sont encore les nôtres sur le plan de la situation de l'éducation, de l'enseignement, du niveau de l'enseignement, de la dégradation pendant des années de notre système d'enseignement, de l'absence d'efforts conséquents pour le moment en raison de la crise, de la constitution d'une véritable force de recherche. Je crois que c'est Norbert Yamba qui a évoqué la nécessité pour un pays, le prof Bioya aussi, le professeur Bioya, la nécessité d'être un pays qui se développe, et donc, comme les autres pays qui émergent, c'est avec des paramètres bien précis, notamment celui du développement des centres de recherche et de service à la société. Parce que sans la recherche fondamentale aussi bien que la recherche pratique, la recherche concrète, expérimentale, il n'y a pas de développement possible. Il n'y a pas de hasard dans tout cela. Il y a des conditions préalables qui doivent être réunies. Et face à cela, le président de la République, je termine par là, en parlant de la situation du pays, c'est un exercice habituel, nous avons noté qu'il place l'environnement général dans lequel la situation du pays doit être présentée. Et il termine son propos là, toujours... apparemment, Yves Kissombe, c'est l'arrivée... apparemment, l'arrivée d'une personnalité importante, évidemment, le chef de l'État, Joseph Kabila, a fait son entrée sur l'esplanade du Palais du Peuple et il est en train d'avancer. Alors, dans quelques instants, il sera devant les deux chambres réunies. Vous terminez? Oui, je disais, donc le président de la République qui vient d'arriver va être accueilli par, comme c'est de tradition, par les présidents des deux chambres. Oui. Les présidents des deux chambres. C'est comme ça que ça se passe. Et donc je terminais mon propos en disant qu'il va également dresser les perspectives pour continuer à entretenir l'espoir. Le Congo est en guerre, notre pays est freiné dans son élan, et le président va nous dire, lui en tant que guide, en tant que celui qui montre la voie à suivre, il va dire aux Congolais aujourd'hui comment est-ce qu'il entend faire en sorte que nous sortions de ces difficultés. Norbert Yamba, avant de rejoindre Franklin Tiamala, le chef de l'État vient d'arriver au Palais du Peuple. Et là, ce sont les formalités protocolaires qui sont en train d'être remplies. Et tout à l'heure, vous allez voir en image. Et nous, on continue nos commentaires sur le plateau. Norbert Yamba, faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire. Depuis que le chef de l'État a pris ses fonctions pour un second mandat, est-ce qu'il y a eu quand même des pas marqués? Je reviens à ma préoccupation. La société civile, quel est votre regard? Merci beaucoup. Et les perspectives? Je voudrais quand même apaiser les collègues qui sont avec moi sur ce plateau. Parce que tout le temps, on revient sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de mobilisation. Il faut qu'on se mobilise parce que le Congo ne peut pas être infantilisé jusqu'à ce point. Et l'appel du chef de l'État paraît important. Mais je me dis qu'en fait, que la mobilisation ne se fait pas de manière mécanique.
Dès lors, lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un pays, le leader a la responsabilité de donner un sens de direction, des signaux très forts en direction de ceux qui pensent qu'ils ne partagent pas la même vision que lui.